Bonjour et bienvenue pour ce CX Summit spécial effet waouh. Merci d'être présent pour cette édition, cette troisième édition d'ailleurs. Et donc, nous allons parler de l'effet waouh. Ce CX Summit est vraiment le rendez-vous dédié aux professionnels de la relation client. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir des super invités, une dizaine de professionnels qui vont vous partager leurs meilleures pratiques pour améliorer et optimiser votre relation client. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de nous présenter et de savoir qui est l'organisateur derrière le CX Summit. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir notre CEO, Laurent Duc, qui va nous dire quelques mots sur Eloquent, l'organisateur de cette journée. Merci Fred. Bonjour à tous. J'ai la chance d'ouvrir les troisièmes CX Summit d'Eloquent. Je tenais avant tout à remercier les plus de 1000 inscrits à cet événement. Je remercie aussi les intervenants, puisque vous allez avoir la chance d'avoir toute une journée avec des intervenants experts de la relation client qui vont vous éclairer sur ce que l'on va appeler pour nous l'effet waouh. Maintenant, Eloquent en quelques mots. Eloquent, expert européen de la relation client. On a trois grandes valeurs qu'on essaie de déployer toute la journée avec nos clients. La première, l'engagement. Depuis plus de 20 ans, Eloquent accompagne ses clients dans un vrai engagement de tous les jours, apporté par les 120 collaborateurs experts de la relation client d'Eloquent. Et tout cela, on le fait depuis 3 sites en Europe. Notre deuxième grande valeur, la performance. Aujourd'hui, sur notre offre Eloquent e-Contact, c'est plus de 450 millions d'interactions que l'on fait par an pour nos clients. Sur notre offre Eloquent Feedback, plus de 150 millions d'enquêtes sont diffusées tous les ans pour le compte de nos clients, avec comme particularité sur la partie performance, on s'engage vraiment et on est un des rares acteurs dans notre domaine d'activité à être certifié ISO 27001 sur la sécurité de données, et ce depuis plus de 5 ans. Et depuis maintenant un peu moins de 6 mois, on est aussi certifié ISO 27701 sur la partie RGPD, ce qui va nous permettre d'accompagner nos clients en totale sécurité sur leurs données. La troisième valeur, et c'est une valeur fondamentale, la culture client. Aujourd'hui, Eloquent, c'est un peu plus de 320 clients, des clients que je pourrais nommer comme SNCF, Geodis, Enedis, Rossignol, Massif, Orange. On voit bien qu'on est dans tout secteur d'activité et on accompagne toujours nos clients dans un peu plus de 40 pays dans le monde. Avec comme particularité vis-à-vis de nos clients, c'est une fidélité très forte, puisque 98% de nos clients nous sont fidèles, et fidèles depuis de nombreuses années. Alors, l'ADN d'Eloquent, c'est quoi ? C'est la démarche de valoriser votre relation client. On va valoriser votre relation client avec nos outils, la solution centre de contact, qui va vous permettre de fluidifier les interactions que vous avez avec vos clients, la solution voix du client, qui va vous permettre de capter leur satisfaction, et toutes ces données-là, on va pouvoir apporter encore plus de valeur avec l'analyse sémantique. Voilà. Tout ça va nous permettre vraiment de vous accompagner dans une relation client forte. Centre de contact, je dialogue avec mes clients et derrière, j'écoute mes clients, j'analyse par la sémantique et ainsi de suite. Vraiment une société où on a une vraie valeur. Le client, c'est quelque chose que on a tous les jours. Pour nous, le client, c'est notre leitmotiv. Et Fred, maintenant, je vais te permettre d'expliquer ce que c'est l'effet waouh chez nos clients. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous, l'effet waouh, c'est vraiment important et c'est une manière de se différencier et ça va devenir véritablement essentiel pour moi dans les années à venir. Alors, déjà, un petit rappel, pourquoi miser sur cet effet waouh ? Mais il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que l'effet waouh permet tout simplement d'être moins sensible en fait à l'effet prix, puisqu'on ne va pas uniquement vendre un prix ou une fonctionnalité, mais on va véritablement vendre une expérience. Ça va être totalement différent. On va aussi se différencier autrement que par des fonctions ou par des services assez simples, parce que tout simplement, au bout d'un moment, quand on a des fonctionnalités, des caractéristiques, etc., quelqu'un peut copier.
Par contre, une expérience client, quand on a quelque chose d'exceptionnel, c'est totalement différent. On peut dire, oui, je vais rester fidèle à cette marque, non seulement parce que le produit est bien, le service est bien, mais il y a quelque chose en plus. Il y a un relationnel, il y a quelque chose qui fait dans l'utilisation que je vais me dire, non, mais c'est vraiment top avec ce produit-là, il faut vraiment l'utiliser et on doit le conserver. Ensuite, tout simplement, avec l'expérience client, on va améliorer la valeur perçue. Et donc, on ne va pas juste vendre un produit, un service, mais on va vendre autre chose. Et tout simplement, grâce à ça, on va avoir un client fidèle. Et même, on va pouvoir créer un client qui va devenir fan de la marque. Alors, ça, c'est ce qu'on se dit chez nous, chez Locan, mais c'est également ce que l'on voit au travers des études. Et là, je vous ai mis la dernière étude qui a été effectuée par Élu Service Client de l'année, que vous verrez dans quelques minutes, puisque Ludovic Naudier nous rejoindra tout à l'heure. Et bien, Ludovic, avec Élu Service Client de l'année, a mis en avant cet effet waouh. Et son étude montre bien deux choses. La première chose, c'est que quand ça se passe mal, les gens s'en souviennent fortement. 45% des consommateurs se souviennent des moments négatifs, que ce soit de l'agacement quand je répète plusieurs fois mon problème, que je dois rappeler, ou la colère quand j'ai un sentiment d'injustice. Mais ce qui est important de se dire, c'est que oui, il faut donc répondre aux attentes des clients, mais en même temps, il faut aller chercher cet effet waouh. Parce que 36% des consommateurs se souviennent des moments magiques. Les moments magiques, c'est quoi? C'est des moments où on me reconnaît. C'est des moments où j'ai été ravi du traitement qu'on m'a accordé. Donc voilà, c'est vraiment essentiel, d'autant plus que la qualité de la relation client, pour 91% des consommateurs, a vraiment un impact sur l'achat et le rachat. Donc important de se dire que, 1, il faut bien sûr répondre aux attentes des clients, et 2, il faut aller chercher cet effet waouh dont on se souviendra tout le temps. Alors, justement, nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que souvent, la tendance est simplement de se concentrer sur, certes, répondre aux attentes des clients, certes, réduire les points noirs du parcours client, mais on ne va pas aller chercher cet effet waouh. On se dit, OK, ce qu'il faut, c'est que le client ait une bonne expérience et puis qu'il en ait vraiment pour son argent. Sauf qu'en fait, si on veut vraiment se différencier de ses concurrents et améliorer son expérience client, il faut absolument aller chercher cet effet waouh. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que l'effet waouh n'est pas un Graal. L'effet waouh, ce n'est pas quelque chose qu'on ne va jamais atteindre. L'effet waouh peut être soit spontané, soit programmé. Et justement, on en parlera un petit peu plus tard là, avec Guillaume Antonieti. L'effet programmé ou l'aspect spontané de l'effet waouh, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre parcours client. Pour cela, en fait, il y a grosso modo 4 leviers à actionner. Le premier levier, c'est l'émotion. Quand je vais être en relation avec la marque, on va essayer de faire vivre une émotion particulière. Ça va être un moment de vérité. Deuxième chose, on l'a vu avec l'étude Élu Service Client de l'année, c'est la personnalisation. On me reconnaît, je ne suis pas un inconnu, je ne suis pas une carte de crédit ou un chéquier. Troisième chose, c'est la surprise. La surprise, c'est quoi? C'est que, je ne m'y attendais pas. Et surtout, je reconnais la perception. Je reconnais qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel pour moi, parce que si j'ai fait quelque chose que je considère comme étant au-delà du service délivré, forcément, il faut que le client s'en rende compte. Si le client ne s'en rend pas compte de cet effet waouh, en fait, vous avez mis un petit peu, vous avez tiré à côté. Vous n'avez pas réussi votre coup. Donc vraiment, 4 piles essentielles qu'on peut mettre en place et actionner pour créer un effet waouh. Alors, justement, on peut se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire en termes de relation client pour créer cet effet waouh? En fait, encore une fois, j'aime bien citer le service client de l'année, et il nous rappelle encore une fois que c'est la qualité de la réponse. Donc là, encore une fois, c'est former les conseillers, leur donner les bons outils pour répondre efficacement avec une bonne solution de centre de contact. C'est le délai de prise en charge, répondre vite, même si c'est pour dire juste « OK, on a pris en compte votre demande, on va vous rappeler », c'est essentiel. L'écoute, on a parlé de l'écoute du conseiller, mais également l'écoute client. Si je fais un feedback derrière, est-ce que on va bien en prendre en compte ma demande? Quelque chose d'essentiel. La personnalisation et l'accueil. Je ne suis pas un inconnu, je suis un client, j'ai payé pour un produit, un service. C'est essentiel qu'on me reconnaisse. Alors, vous allez me dire, une fois que j'ai dit ça, vous m'avez dit, tiens, ça peut être spontané ou programmé. Comment, en fait, on va pouvoir intégrer cet effet waouh dans un parcours client? Pour l'illustrer de manière un peu plus concrète, un peu plus réelle, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé à moi et que vous arriverez à comprendre facilement. Je vous ai ici modélisé un parcours client quand je suis allé, il n'y a pas très longtemps, dans un parc d'attractions que vous reconnaîtrez facilement. Et donc, vous allez voir en fait que dans un parcours client, il y a toujours des moments clés. Et vous allez voir qu'il y a certains moments qui comptent plus que d'autres.
Par exemple, là, quand je suis allé dans ce fameux parc d'attractions, je suis arrivé le matin, donc il y avait le parking, la queue, donc il fallait arriver. Ensuite, il fallait faire encore une fois la queue, vider son sac, regarder si tout se passait bien. Donc on arrive, on fait la queue. J'ai hâte d'aller dans le parc. Bon, pour l'instant, mon expérience, c'est plus 5 sur 10. Ensuite, on se précipite à la fin du parc pour aller vite fait dans l'attraction qu'on préfère, Space Mountain. Et là, waouh, on en prend plein les mirettes, c'est vraiment sympa. Ensuite, mes filles me disent « Ah, papa, est-ce que je pourrais avoir une glace ?» Je dis « Bon, ok, d'accord, on prend une glace. » Et on fait la queue. Et là, ma petite fille commence, de 4 ans, fait tomber la glace par terre, blam. Et ça y est, la glace est tombée, il faut refaire la queue, il faut encore faire la même chose. Alors bien sûr, la personne qui était au guichet nous a vus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'effet waouh parce qu'elle nous aurait pu nous dire « Tiens, vous avez fait tomber votre glace, je vous la donne, je vous en donne une autre. » Non, on est obligé de refaire la queue, repayer une glace. Je dis « Bon, ok. Allez, il faut faire attention la prochaine fois. » On continue, et là, tout d'un coup, on croise Minnie. Et là, tout d'un coup, mes filles me disent « Maman, papa, maman, je voudrais faire une photo avec Minnie. » Ah bah oui, là, on ferait une photo. Waouh, on l'envoie aux amis. C'est vraiment un effet waouh parce que là, tout le monde le voit qu'on est allé à Disney, que c'était vraiment sympa. La journée se passe, on arrive à la fin de la journée. Et c'est là, en fait, que on attend la parade. Et on attend, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de siège, on se retrouve debout. On est de boutique en boutique avec, vous imaginez bien, les enfants qui vous disent « Papa, je voudrais ci, maman, je voudrais ça. » Donc on se dit « Bon, allez, à quelle heure elle est la parade ?» Et là, en fait, la parade arrive, bon moment, tout se passe bien, 7 sur 10. Ensuite, le feu d'artifice, génial, c'est super sympa, 8 sur 10. Et revient le retour, et là, les fameux embouteillages de Paris pour revenir, on se dit, on aurait dû partir plus tôt, c'est pas possible, 2 sur 10. Le tout de se dire, c'est est-ce que ma journée dans ce parc d'attractions, c'est la moyenne de ces interactions clés? Si c'est la moyenne de ces interactions clés, ma journée, ça serait en fait 5,75 sur 10. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Ma journée, finalement, quand je m'en rappelle un petit peu plus tard, c'est pas 5,75, c'est pas une journée moyenne. Mais finalement, je me rappelle de quelques moments qui sont essentiels. C'est Space Mountain, c'est la glace où finalement on a manqué un moment de vérité. C'est le Minnie, la photo, c'est la parade et c'est le feu d'artifice. Et en fait, ma journée, finalement, au global, c'était 4 moments qui comptaient vraiment. Et finalement, ma journée, c'est 7,2 sur 10. C'est ça qui est important de se dire, c'est qu'il y a des moments qui comptent plus que d'autres, et ces moments-là, il faut être au rendez-vous. Donc tous ces moments ne se valent pas. Souvent, dans un souvenir, en fait, c'est le début qui compte. Il y a 1 ou 2 moments clés, et c'est la fin. Et il y a d'ailleurs eu des expériences qui ont été menées là-dessus, où tout simplement, on a demandé à des personnes de mettre la main dans de l'eau glacée, et leur dire, tiens, est-ce que vous pouvez rester 1 minute comme ça dans l'eau glacée? Et ils ont fait un test en mettant en fait des gens qui restaient 1 minute dans l'eau glacée et ensuite ils mettaient la main dans de l'eau un peu plus tiède pendant 30 secondes de plus, mais qui était quand même de l'eau assez froide et pas agréable. Et en fait, les gens finalement préféraient de manière quasiment systématique passer 1 minute dans l'eau glacée et 30 secondes de plus dans l'eau un peu moins glacée parce qu'ils sentaient un peu moins dur. Ce qui montre en fait que c'est pas forcément la durée complète du moment qui est important, mais l'intensité et l'émotion qu'on a dedans. Et c'est pour cela que l'effet waouh, on peut le travailler via une formule mathématique qui est assez simple. C'est la perception, à quoi je m'attendais. Bien sûr, il y a le réel et le subjectif. Moins mes attentes, est-ce que je m'attendais à quelque chose vraiment d'important? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas survendre et surtout pas décevoir. Multiplier par facteur émotion. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose de surprise et qui est important, à ce moment-là, waouh, ça va être top. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui vont faire qu'on va avoir vraiment une expérience intéressante au niveau de l'entreprise ou de relation avec d'autres personnes. Et c'est clairement l'effet waouh qu'on peut programmer, soit spontané. Et justement, qu'est-ce qu'on fait pour programmer un effet waouh? C'est-à-dire que dans ce fameux parcours client que je vous ai présenté tout à l'heure, dans cette modélisation, on va faire en sorte qu'il y a des moments qui vont être différents. Et ici, je vous ai montré un exemple que j'aime beaucoup, qui est tiré d'un livre qui s'appelle « Ces moments qui comptent ». C'est le Magic Castle Hotel. C'est un hôtel en fait à Los Angeles. Et vous pouvez voir là-haut, c'est l'un des 10 premiers hôtels de Los Angeles. Et pourtant, si vous regardez un petit peu les photos, vous voyez que cet hôtel n'est pas forcément extraordinaire. On voit bien les murs d'un jaune un peu douteux, de la brique qui n'est pas forcément extraordinaire. On voit bien là, les enfants sont à côté de la piscine. Ce n'est pas forcément le plus bel hôtel de tout Los Angeles. Et pourtant, c'est l'un des 10 meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des moments programmés.
Par exemple ici, vous voyez à la photo la petite fille qui appelle au téléphone, il y a un petit téléphone rouge, et tout simplement ça appelle à l'accueil de l'hôtel. Et là, tout d'un coup, le petit enfant dit, il y a la personne de l'hôtel qui dit Popsicle Hotline, bonjour. Et donc là, la petite fille ou le petit garçon peut dire bonjour, je voudrais une glace à la fraise. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec des gants blancs, livrer les glaces aux enfants près de la piscine. Et ça crée un véritable effet waouh. Ils n'ont pas mis les glaces dans un congélateur, ils ont vraiment quelqu'un qui va apporter, qui va créer un moment. Pareil, lorsque vous faites partie de l'hôtel, tout simplement, vous laissez vos vêtements dans un bac et le lendemain, ils vous les nettoient avec un petit mot et ils ont souvent un petit brin de fleurs qui est associé dedans en disant voilà, voici vos vêtements, profitez de votre journée. Ils ont véritablement créé un effet waouh comme on le voit sur les commentaires. Donc ça, c'est l'effet waouh programmé. Mais il peut également être spontané, et tout simplement, spontané, qu'est-ce que c'est? C'est que naturellement, les gens vont être orientés clients. Et pour cela, il faut de la formation, de l'autonomie et de la culture client qu'on va voir avec Guillaume dans quelques secondes. Donc justement, Guillaume, je te laisse la main sur comment on va pouvoir mettre en place une culture client dans une entreprise pour avoir une organisation customer-centric. Alors, tout d'abord, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Frédéric, merci. Merci de l'invitation. Bonjour à tous. C'est une belle occasion pour moi et je vous en remercie de venir parler de ce sujet qui m'anime depuis plusieurs années. J'ai découvert ce sujet de la culture client en 2010 via mon acolyte Daniel Ray, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est la première personne, à ma connaissance, qui a prononcé le mot culture client dans le monde managérial en 2010, alors que personne n'en parlait. C'est bizarre, maintenant tout le monde en parle, hein. Mais Daniel l'avait vu venir et il me disait, à cette époque, il faut travailler sur ce sujet-là parce que c'est l'avenir des entreprises. J'ai porté une oreille attentive et je me suis dit, mais en fait, il a raison, il a probablement raison, et on s'est mis au travail pour, avec Daniel, sortir un outil qu'on appelle le Customer Orientation Score, hein, le COS, qu'on fait avec vous d'ailleurs, hein, qu'on a programmé chez vous, et qui consiste à réaliser un audit de maturité de la culture client des organisations. Bon. Depuis, on a évolué, on a sorti d'autres outils, et en fait, notre stratégie consiste à aider les entreprises non seulement à savoir où elles en sont, mais les aider aussi à progresser en matière de culture client. Et ça, cette entreprise qu'on a créée a cette particularité d'être autant scientifique que managériale. Je travaille tous les jours avec des chercheurs qui sont des chercheurs, quoi, hein. Ils sont toujours à la recherche de cette précision dans ce qu'on va faire pour que ce soit opposable au tiers, comme on dit. Et moi, ça me va bien parce que nous vivons dans un monde où les gourous pullulent. Et tout le monde a des bonnes idées sur l'expérience client et la culture client. Tout le monde a découvert la Lune. Et c'est intéressant, du coup, de revenir sur Terre avec des choses qui ne sont pas forcément très sexy parfois, parce que les scientifiques, c'est les gens qui font des calculs et qui vont un peu loin. On va en parler un petit peu ici. Je vais essayer de résumer en français ce que la science nous apprend. En tout cas, ça fonctionne parce qu'un certain nombre de nos clients, aujourd'hui, l'utilisent pour progresser et travailler leur culture client. Voilà en quelques mots ce qu'on fait. Mais je dois évidemment rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire ça vient de Daniel Ray, probablement. D'ailleurs, vous avez coécrit un livre Culture Client qu'on en fera gagner à chaque séance. Donc, écoutez très attentivement. Il y aura une question posée par ma collègue Chantal. Et la première personne qui répondra à cette question gagnera le livre dédicacé donc, par Guillaume. Alors, Guillaume, donc, je te laisse rentrer dans le vif du sujet. Dis-nous un petit peu plus. Comment avoir une organisation customer-centric? Je crois que tu nous as donné 8 leviers. Alors, on est obligé malheureusement de revenir à la base, parce que si on veut délivrer une wow expérience, il faut revenir à la définition de la satisfaction. Alors, ça ne va pas durer longtemps, hein, je vous rassure, mais c'est important. Évidemment, un client va ressentir une expérience plus ou moins satisfaisante en prenant en compte deux paramètres importants. On en a parlé un petit peu juste auparavant. C'est qu'est-ce qu'il ressent de ce qu'il vit. C'est important, qu'est-ce qu'il ressent? Parce que nous, on offre une qualité objective, hein, mais entre la qualité objective qu'on offre et ce qu'il ressent, il peut y avoir un écart. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il ressent. Il va rapporter ça aux attentes. Si ce que je vis avec vous est conforme à ce que j'attendais, ben, je suis normalement satisfait. En tout cas, je ne suis pas mécontent. Si ce que je vis avec vous est inférieur à ce que j'attendais de vous, ben, je suis forcément mécontent. Par contre, si ce que je vis avec vous est supérieur à ce que j'imaginais, je n'imaginais pas ça, alors je suis enchanté. Et donc, on va être sur ce territoire-là quand on va parler de wow expérience. Et je voudrais passer un peu de temps dessus parce que
même si ça semble évident, ça a des conséquences qui peuvent être compliquées pour les organisations. C'est un métier que de manager la satisfaction client et de la piloter. Et donc les conséquences sont celles-ci. Donc oui, c'est subjectif. Et j'insiste là-dessus parce que je vois tous les jours des responsables qualité me dire « Enfin, c'est des conneries ton truc, ma qualité a objectivement augmenté et les clients sont de moins en moins satisfaits. » Ben oui, mais peut-être qu'il y a un écart aussi entre ce qu'on délivre et ce que les clients attendent. Donc, ce que je leur réponds, c'est « Êtes-vous sûr de répondre aux attentes des clients ?» Bon. Ensuite, elle est relative. On l'a bien compris, hein. Ce qui est important dans leur calcul, même si c'est un calcul qui est inconscient, eh bien, je vais toujours rapporter ce que je vis à ce que j'attendais. Et puis enfin, elle est évolutive dans le temps. Et ça, on l'oublie trop souvent. On a des acteurs sur des marchés qui, parce qu'ils sont dominants, arrivent à imposer des nouveaux standards qui mettent tous les autres acteurs en retard, alors qu'eux progressent. Prenons un exemple, il y a 10 ans, quand on pouvait passer un coup de téléphone dans le train, on était trop content. Maintenant, ne pas pouvoir voir un film, on est énervé. Et pourtant, le responsable qualité, j'imagine, de celui qui s'est occupé du Wi-Fi dans le TGV, il est tout content parce que, objectivement, la qualité a vachement augmenté, hein, la prestation, mais la satisfaction a baissé parce que les attentes ont augmenté plus vite. Et donc, on va être obligé, pour vous qui managez la culture client, de se poser ce genre de questions et d'animer ça en interne. Oui, on peut avoir des notes, là, c'est un exemple précis, des notes qui vont baisser sur 4 années, d'accord ? Des notes de satisfaction qui vont baisser. Moi, dans le temps, malheureusement, hein, on n'est pas content. Et en fait, on n'est pas content parce que, objectivement, la qualité de notre prestation a augmenté. Donc, les enquêtes de satisfaction, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi, les clients ne comprennent rien, etc. J'entends ça tous les jours. Hein. Mais en réalité, donc ça pose problème. En réalité, ce qu'on observe, c'est que les attentes ont augmenté plus vite. Donc, la satisfaction a baissé. Ça nous oblige, si on veut travailler la wow expérience, de passer par une phase déterminante qui est connaissons et cataloguons les attentes de nos clients. Parce que si on veut créer une wow expérience, on a bien dit, il faut dépasser les attentes. Si je réponds aux attentes, globalement, je fais du non-mécontentement. C'est pas pareil de faire du non-mécontentement que de l'enchantement. Arrêtons de dire satisfaction, arrêtons de dire on a 8 sur 10, ça ne veut rien dire. On a des mécontents, on a des enchantés, puis il y en a qui sont ni contents ni enchantés. Donc on va travailler ça, et si on veut aider les entreprises à piloter professionnellement la satisfaction, il va falloir identifier au moins 3 types de critères qu'on vous présente là. Les critères indispensables et les critères qu'on considère comme étant plus des bonus. Je vous donne cet exemple très simple qui est maintenant connu. Je rentre dans un bar pour boire un café. Si on me sert un café sans sucre, alors que je prends du sucre avec mon café. Hein. Si je rentre dans un bar et on me sert un café sans sucre, il y a de fortes chances que d'abord je ne boive pas mon café et je ressorte mécontent. Si on me sert du sucre avec le café, je ne vais pas sortir de cet endroit-là en disant hey, les amis, il faut venir ici, il y a du sucre avec le café. Donc on est bien d'accord que l'absence de sucre détruit la relation, la présence de sucre n'apporte rien à la relation. Inversement, si on me sert du sucre et un petit morceau de chocolat, alors là, ah tiens, c'est quand même sympa. Et donc je vais avoir cette réaction qui consiste à dire, entre deux endroits, la prochaine fois, je vais choisir celui qui me sert du chocolat. Et s'il y a un petit gâteau en plus, c'est pas plus mal. Ça peut encore accélérer, bien entendu. Mais attention, il faut que le sucre soit là. Certains vont commencer à imaginer, et vous allez vous reconnaître, apporter une bassine de chocolat, et le sucre n'est pas là. Autrement dit, on aime bien s'exciter sur des sujets un peu pétillants, sexy, innovants dans les entreprises pour améliorer les services clients, mais on oublie les basiques de la relation. Donc, mon message est de dire, travailler la wow expérience, c'est une évidence, on va le voir, c'est intéressant, mais enfin, si les basiques ne sont pas respectés, vous avez comme ça à faire en premier. Donc, et ça a l'air de rien, mais on a tendance à vouloir trouver des choses super innovantes dans la relation client, mais on perd notre temps tant que le sucre n'est pas au rendez-vous. Et enfin, je finis avec mon exemple, le goût du café. Hein. Le goût du café peut être vraiment, vraiment pas bon, et auquel cas, ça détruit la relation. Il peut être particulièrement savoureux. Je pense que Starbucks joue beaucoup là-dessus, et ça crée de la fidélité. Ouais. Donc ça joue sur les deux. Donc moi, j'invite tout le monde à faire ce petit exercice qui est tout simple. Hein. Quels sont les basiques de ma relation, indispensables mais pas suffisants? Quels sont les critères moteurs hein, qui peuvent travailler si on est bon sur l'enchantement, si on n'est pas bon, malheureusement sur le mécontentement, et les critères bonus. Une fois qu'on a fait ça, alors on sait que la wow expérience, on va aller chercher sur le café et le chocolat, tant que le sucre est présent. Voilà, ça c'était juste une sorte d'introduction à mon propos. Donc maintenant, si on se dit, on veut travailler la wow expérience, malheureusement, on va rentrer sur un territoire qui consiste à dire dans quel état d'esprit vivent mes collaborateurs qui vont délivrer cette wow expérience.
parce que je vais pouvoir peut-être trouver des nouveaux process, mettre en place un certain nombre d'initiatives innovantes et stimulantes. Mais enfin, on a des hommes et des femmes qui jouent dans l'entreprise avec nos clients. Et là, je vous présente un exemple, enfin 2 exemples en l'occurrence, qui me posent problème. Alors certes, ça peut prêter à rigoler, hein, parce que c'est des petites anecdotes, on en voit beaucoup, des comme ça. Là, on a une remise de 0%, en fait, c'est 90 centimes, hein, si vous voyez bien. Et puis, à un autre endroit, on dit qu'on est moins cher alors qu'on est plus cher. Bon. Certes, on peut considérer que c'est une petite erreur. En réalité, si on décortique le process qui nous a amené à ça, en fait, on se rend compte qu'on a bien des équipes qui ont négocié des tarifs promotionnels, qui ont rentré ça dans des tableurs Excel, qui a été transmis à la com, qui a édité les bons à tirer, ça a été envoyé à la repro, c'était mis dans des cartons, ça a été envoyé en magasin, c'est sorti des cartons, c'est venu en rayon, personne n'a rien vu. Ni les directeurs de magasin, ni le chef de rayon, ni les équipes. En fait, ils ont bien vu. Mais c'est la procédure, c'est comme ça. Ils se sont dit c'est la procédure, et puis après, s'ils se sont dit faut peut-être l'enlever, là, le kakémono. Eh ben, il y a bien quelqu'un qui a dit, attends, on a commandé les quantités, il faut les vendre. S'il n'y a pas le kakémono, la mise en avant, on va moins en vendre. Donc, on va avoir un problème d'écoulement. Bref, il y a plein de raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont autre chose en tête que le client. C'est qu'ils sont mobilisés d'abord par autre chose que le client. Et donc, dans des entreprises, et là, on voit quelques entreprises, mais ce n'est pas pour les montrer du doigt, parce que c'est évidemment tout le monde comme ça, on manage des préoccupations qui sont à côté de la préoccupation client, qui amènent des bêtises comme ça. Et donc, tout l'enjeu pour créer et réussir une wow expérience, il va falloir générer cet état d'esprit qui fait que on va penser client aussi, par nous-mêmes, en tant que collaborateurs. Alors, j'ai d'autres exemples. Hein. Là, vous avez l'exemple d'une relation client avec un community manager. Et donc là, on a un client qui s'adresse au community manager en disant, voilà, je comprends pas, il me manque un élément dans le produit que j'ai acheté. Et là, on lui répond, on n'est pas chef de produit, nous, on ne connaît pas cet article. Autrement dit, passez votre chemin, allez voir les personnes qui savent. Donc, on a innové avec un mode de communication plus moderne, plus digital, etc. Mais enfin, ce n'est pas l'outil qui fait la relation. C'est bien les hommes et les femmes qui vont l'utiliser. Et inversement, c'est un tout autre exemple ici où on voit bien que le client, quand il pose une question, non seulement il est pris en charge immédiatement par une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas la réponse, mais si on regarde ce qu'il nous raconte, « Bonjour Julien, merci pour votre question. Vous me posez une colle, j'ai ainsi transféré votre message aux équipes qui s'occupent de j'aurais demandé de vous rappeler. Je prends en charge votre demande, je n'ai pas la réponse. » Donc, en fait, ce que l'on veut dire par là, c'est que l'état d'esprit des personnes qui vont gérer la relation client est fondamental dans la réussite de la wow expérience. Donc là, on est face à un problème majeur parce que comment on crée ça? Alors là, on a des bons exemples. Là, c'est un exemple réel. Hein. Je suis rentré dans un bar un jour pour aller aux toilettes. Et donc, par politesse, je commande un café. Je n'ai pas forcément envie d'un café, mais pour me permettre d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes, je reviens, je vois mon café servi comme ça. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'interpelle le serveur pour dire, mais pourquoi? Il dit, c'est parce que vous n'étiez pas là, donc je voulais garder votre café au chaud. Qu'est-ce qu'il lui prend? Lui, c'est quand même bizarre. On n'a pas l'habitude de ça. Donc, c'est bien une décision qui lui est personnelle. Ce supplément d'âme, il s'est mis à la place de son client, en disant, moi, j'aimerais pas boire le café froid, et il s'est permis ça. C'est pas un process. Hein. Et donc, hors process, il a eu cette initiative. Et à droite, vous avez une expérience aussi d'une caissière qui, je ne comprenais pas pourquoi, je mettais mon panier et elle triait les produits pour les passer dans un ordre et les mettre dans le sac. Et donc, je l'interpelle aussi pour dire, mais pourquoi vous faites ça? Elle me dit, c'est parce que j'essaye d'éviter de mettre les produits légers dessous pour pas qu'ils soient écrasés. Je dis, ça c'est marrant ça. Je dis, c'est votre patron qui vous a demandé, c'est le fameux process pour la wow expérience. Elle dit, non, j'étais avec une petite mamie, la dernière fois, elle n'était pas contente parce que j'écrasais ses fruits. Ah bah oui. Et du coup, ça lui a monté au cerveau et elle s'est dit, elle a appris de ça, et donc elle a intégré un nouveau process qu'elle s'applique elle-même. On ne peut pas tout processer dans les entreprises. Et ce genre de wow expérience, on ne peut pas décréter et demander à nos équipes, je vous demande de délivrer une wow expérience. On ne peut pas leur demander de décréter et donc leur demander de dire « je vous demande d'aimer vos clients et de vous occuper de vos clients ». Donc il va falloir à un moment donné s'assurer qu'ils prennent ces initiatives un peu par elles-mêmes, nos équipes. Donc cet état d'esprit, il n'est pas simple à mettre en place. Donc si je veux que cette wow expérience qui pourrait correspondre à une fleur soit visible de nos clients,
eh bien, évidemment, on va chercher des graines, des nouvelles initiatives, des nouveaux process, des nouvelles décisions, des nouveaux produits, des nouveaux services. Sauf qu'on va les mettre dans un terreau. Et parfois, on a le truc qui tue, en termes d'expérience client, on le plante, mais ça ne pousse pas. Parce que le terreau n'est pas fertile. Et donc, tout notre projet avec Daniel, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut fertiliser le terreau des entreprises de manière à optimiser l'investissement que les différents patrons de l'expérience client mettent sur la table pour valoriser l'expérience client. Ce n'est pas le tout de trouver des bonnes idées, c'est aussi important d'avoir le terreau qui est fertile, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont dans un état d'esprit propice à. Alors là, on touche le cœur du sujet de ce dont on voudrait vous parler. L'état d'esprit, c'est l'attitude. L'attitude va précéder le comportement. Je ne fais bien que ce que je pense bien. Essayez d'embrasser une personne que vous n'aimez pas, ça va se sentir. Mon patron de l'expérience client m'a dit qu'il fallait que j'embrasse. Ok, super, j'embrasse. Sauf que j'aime pas. Comme le bonjour, quand on est en caisse et on nous dit un bonjour ou un bonjour. Ça n'a rien à voir. Et des fois, même si on ne dit pas bonjour, si on a les étoiles dans les yeux, des fois ça suffit à accueillir. Donc, entre deux process qui vont être exécutés de la même manière, enfin qui vont être suivis de la même manière, s'ils sont exécutés différemment, ça change tout en termes d'expérience client. Et donc, le exécuter différemment est lié à l'attitude. On ne peut pas ordonner de penser, on peut ordonner de faire. Pourtant, c'est parce qu'on pense qu'on fait. Donc, la question, c'est comment j'amène à penser. Et c'est tout le projet de la culture. La culture client, c'est pas, comme je l'entends souvent, un ensemble de process mis en place pour la satisfaction client. Ça, c'est l'expérience client. La culture client, c'est des attitudes, c'est des croyances et des valeurs partagées par des collaborateurs qui les mettent dans un état d'esprit qui va les amener à. Donc, on a envie de dire, arrêtez d'investir des sommes énormes et des consultants qui vont aller dans vos entreprises pour dire aux collaborateurs ce qu'il faut faire. Il faut d'abord investir sur comment je génère cet état d'esprit favorable dans l'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose, que souvent c'est OK, comment on fait? Alors, l'attitude de mes collaborateurs, là on rentre dans le cœur du sujet. Cet état d'esprit dont on parle, l'état d'esprit client, la culture client, mais ce serait valable pour plein d'autres choses. L'état d'esprit préservation de l'environnement, l'état d'esprit sécurité dans l'industrie, etc. Bon. Cet état d'esprit va être d'abord généré par une culture d'entreprise. Moi, collaborateur, quelles sont les priorités de mon entreprise telles que je les comprends, telles que je les décode, telles qu'on me les raconte? Et donc, je vis dans cette entreprise depuis 1 mois ou 10 ans, eh bien, j'ai mes propres convictions sur ce qui est important dans l'entreprise. Et ce n'est pas parce que mon patron me dit que c'est ça que je vais l'intégrer, je vais le vivre, en fait, tous les jours. Et donc, il y a des organisations qui, sans le savoir, sont pleines de destructeurs de culture client, alors qu'ils mettent à la tête de leur priorité, c'est le client numéro 1. En fait, en réalité, c'est pas du tout ça. Et ça peut être combien tu as signé ce mois-ci, le bénéfice. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la réglementation, ça peut être la compliance, en effet. Ça peut être la sécurisation, ça peut être les ventes, les marges, ça peut être la réduction des coûts. Ça peut être plein de choses qui, en fait, en réalité, drive les projets de l'entreprise et les priorités. Et si c'est vécu comme ça par les collaborateurs, même si ce n'est pas à juste titre, en tout cas, ça détruit la culture client. Ça détruit mes croyances, moi, collaborateur, que le client est important chez nous. Et si je pense que le client n'est pas important chez nous, quand je vais devoir agir avec cet état d'esprit-là. Donc, évidemment, les entreprises doivent travailler ça. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. 2, nos collaborateurs ont leurs propres croyances et valeurs personnelles. Et ça, c'est quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils se trouvent. C'est leur histoire, c'est leur éducation, c'est leur... les chercheurs disent souvent, et l'ont démontré, leur première expérience professionnelle, qui a un impact sur leurs croyances et les valeurs sur la relation client. Et donc, cette partie-là, qui est strictement individuelle, elle est plus difficile à manager. Autant la partie 1, on pourrait faire la liste, et on accompagne beaucoup d'entreprises là-dessus, sur comment je structure les activateurs, si je peux le dire comme ça, de la culture client dans mon organisation, pour que mes collaborateurs vivent dans cet environnement, c'est une chose. Et ensuite, Frédéric, il faut qu'il devienne plus orienté client. C'est pas en lui expliquant que le client est important qu'il va le devenir. Bon. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler cette dimension-là? Alors, là, ça devient compliqué, parce que Frédéric, comme Jean, Julie, Martine et Pierre, on est tous pareils, on est animés par 2 systèmes de notre pensée. Et là, pour le coup, je parle sous le contrôle des chercheurs. Moi, c'est pas moi qui ai trouvé ça. Et notamment, le premier d'entre eux, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2006, alors que c'est un psychologue. Psychologue, prix Nobel d'économie. Il faut le voir. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il a montré que les acteurs économiques que nous sommes plus déterminés dans nos comportements par notre système 2
je vais vous expliquer ce que c'est, pardon, notre système 1, pardon, que notre système 2. Le système 1 est relatif à nos automatismes, nos a priori. Le système 2 à notre rationalité, ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis. Et donc souvent, dans les acteurs économiques, on pense que nous sommes rationnels, les dirigeants pensent qu'ils sont rationnels, les consommateurs pensent qu'ils sont rationnels, qu'ils vont optimiser leur profitabilité, etc. En réalité, on ne réfléchit pas tant que ça avant d'agir et de décider. On est souvent soumis à nos automatismes. Et en fait, parfois, notre système 1 n'est pas d'accord avec notre système 2. Et les chercheurs ont montré qu'on a des Américains, ça vient des États-Unis, les recherches principales sur ce sujet-là, certains ne sont pas racistes, système 2, alors qu'ils ont une aversion aux gens de couleur, système 1. Mais en fait, ils ne sont pas d'accord avec ça, mais ça les dépasse. Et même s'ils ont intellectualisé l'idée que le racisme, c'est des conneries, ils ont cette aversion aux gens de couleur qui peuvent les amener à avoir des comportements racistes. Des a priori, ouais, des a priori. Absolument. Donc, si je veux que Frédéric devienne plus orienté client, il va falloir que je travaille son système 2, quand même que je t'explique, Frédéric, que c'est important, que c'est rentable, etc., pour que tu comprennes. Mais quand j'ai fait ça, je n'ai pas fait le job. Parce qu'il va falloir que ça rentre dans ton système 1, dans tes automatismes. Ça devient un réflexe pour moi. Absolument. Alors certains l'ont, et puis certains l'ont pas. D'ailleurs, on le voit bien, hein, vous allez dans un même magasin, dans un même hôtel, dans un même restaurant, où vous voulez. Eh bien, c'est bien le même management, c'est bien la même entreprise, et puis des personnes qui s'occupent de vous avec ce sens-là, un peu inné du client, puis d'autres non. Eh bien, la différence, c'est qu'il y en a qui doivent faire un effort pour s'occuper des clients, et puis d'autres, ça va être naturel. Faire un effort, ça veut dire je ne suis pas client dans mon système 1, par contre, je le suis dans mon système 2, je suis un professionnel, et donc j'active mon système 2 pour m'occuper des clients. Sauf que quand notre charge cognitive est forte, c'est-à-dire que quand fin de journée, quand tu es fatigué... Le stress, perso, mon patron qui me met la pression, les chiffres ne sont pas au rendez-vous, j'ai des soucis. Si j'ai des soucis, mon système 2 est pris. Donc, comme le cerveau n'a pas envie, c'est un réflexe, de faire des efforts et de consommer de l'énergie, le système 2 est un fort consommateur d'énergie. Donc, comme j'ai consommé toute l'énergie que je pouvais parce que j'ai plein de soucis, c'est le système 1 qui prend le relais. Et donc, on est tous amenés à utiliser notre système 1 beaucoup plus souvent qu'on croit, et surtout quand on est sous pression. Quand on a compris ça, et qu'on veut optimiser l'expérience client dans nos entreprises, on n'a pas le choix que de passer aussi par le travail du système. Alors, j'ai un petit exercice à vous faire à tous, pour que vous ressentiez, mais physiquement, vous allez le voir, dans votre cerveau, ce que peuvent donner des interactions entre le système 1 et le système 2. Vous êtes prêts ? Alors, c'est un test qui consiste à faire la chose suivante. Donc, je ne vous ai pas sous les yeux, donc je ne vais pas pouvoir me marrer, mais je vous demande de le faire chez vous et derrière votre écran. Je vais vous donner une liste de mots, va apparaître une liste de mots. Chaque mot est écrit dans une couleur différente. Le test consiste non pas à me lire les mots, mais à énoncer la couleur de chaque mot. Attention, je répète. Le test consiste le plus rapidement possible, sans se tromper. Sinon, c'est trop facile. Le plus rapidement possible, sans se tromper, vous énoncez chez vous, à haute voix, hein, la couleur de chaque mot. Allez Laurent, je te laisserai faire le test, parce que moi je l'ai déjà vu. Hein, donc, la couleur de chaque mot, mais pas les mots. Vous êtes prêts ? Allez Laurent, je te laisse les dire à l'oral. Vas-y, dis les couleurs. Jaune, vert, violet, bleu, noir, rouge. Vert, blanc, marron, orange, rose. Bleu, rouge, jaune, vert, violet. Merci Laurent, il vient de faire la démonstration que son système 1 a parfaitement piloté son comportement. Merci, voilà un exemple. Et vous avez vu ce que vous avez pu voir. La plupart d'entre vous ont dû faire Laurent est parti sur son système 1 parce que Laurent, la consigne, c'était d'énoncer la couleur des mots et pas les mots. Et tu viens d'énoncer les mots. Parce que notre cerveau est fait comme ça. Il veut faire un raccourci. Rouge, noir, voilà. Violet, vert, bleu, jaune. C'est pas la peine de faire plus. On a compris. Là, vous venez d'expérimenter tous la difficulté pour un collaborateur de devoir penser client quand il ne pense pas client par lui-même. Et donc, ça demande de l'énergie. On bug. Hein. Donc, tout le projet, c'est de dire comment je vais faire pour que ça bug de moins en moins. Donc là, on rentre dans un univers de la science absolument intéressant qui consiste à dire, d'abord, est-ce que je peux mesurer le niveau de préoccupation client dans le système 1 ? Réponse oui, on sait faire. C'est Olivier Trendel, dans notre équipe, chercheur à Grenoble École Management, qui travaille sur d'autres sujets à l'origine, qui nous a aidé à mettre au point le test de mesure de l'orientation client système 1 de chacun.
Et deuxièmement, est-ce qu'on peut faire évoluer le système des gens, les a priori des gens? Est-ce qu'il y a des méthodes pour le faire? Et la réponse est oui. Et donc, pareil, Olivier a fait une revue littérature sur l'ensemble des recherches qui nous ont été amenées pour montrer la façon dont on fait évoluer le système 1, sur le racisme, sur les a priori, sur le genre, etc. Il y a plein de choses qui se font dans la recherche. On a juste tiré les stratégies disponibles et on les a appliquées à l'expérience client. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter quelques-unes de ce qu'on appelle stratégies pour faire évoluer le système 1. Donc là, je vous présente ce que nous, on utilise dans nos outils. Alors, c'est des exemples, hein, et il y en a beaucoup plus que ça, mais ça permet un peu à chacun de comprendre les différentes stratégies disponibles pour un manager pour faire évoluer le système. Alors, la première chose, c'est qu'il faut prendre conscience de son orientation client implicite. Tout le monde, la plupart des personnes que je peux rencontrer et auditer me disent « Mais moi, je suis client, monsieur. Je les vois tous les jours, et puis en plus, c'est mon métier. » C'est pas ça. Ça, c'est le système 2. Est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que ça résonne en toi? Donc, et ça, on sait le mesurer. On lui donne son score, on en parle, on discute, et là, ça commence à monter. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des fois, ils m'énervent les clients, et voilà, ça commence à venir. Et ce qui m'intéresse, c'est la prise de conscience, parce que à partir de la prise de conscience est là, alors il peut commencer à progresser. Premièrement. Deuxièmement, il y a des exercices qui consistent à dire tu dois prendre la perspective du client. C'est-à-dire qu'on infligera moins à quelqu'un ce qu'on n'a pas envie qu'on s'inflige nous-mêmes. D'accord? Ça peut me empathie, se dire, si tu te mets à la place du client, qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Absolument. Et donc l'exemple, ça peut être ça. Ça fait revivre une scène avec un client qui n'était visiblement pas très satisfait de l'interaction que vous aviez eue avec lui. Vous vous souvenez? Ça ne s'était pas très bien passé. Bon, maintenant mettez-vous à sa place à lui. Qu'est-ce qu'il a ressenti à votre avis? Comment il l'a vécu? C'est vrai qu'il a dû se dire que j'étais pas très conciliant. Il a dû se dire que... Parfait. Moi, c'est ça qu'on veut, hein, c'est que le cerveau commence à prendre conscience de ça. Prise de conscience interne. Alors évidemment, c'est pas que c'est exercice, il y en a plusieurs. Là, je vous donne quelques exemples. Troisième théorie, par exemple, stratégie. Les émotions positives doivent être, recensées suite à une interaction client réussie. Il faut qu'on repense à ça. Ça va renforcer les liens mémoriels. Vous savez, en fin de journée, en fin d'année, au bout d'un moment, notre cerveau aussi, des fois, il dit, putain, les clients, j'en ai marre, quoi. Et comment je lutte contre ça? Alors, il y a l'exercice, essayez de repenser à l'une de vos interactions récentes très positives avec l'un de vos clients. Pensez à ça. Et là, on lui dit ensuite, non pas penser à ce que le client a ressenti, mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? On veut créer de plus en plus des nœuds mémoriels dans l'esprit du collaborateur, qu'il y a quand même des choses cool avec les clients. Et que ça s'imprègne dans le cerveau. Et donc, ce que je vous dis là, c'est encore une fois un exemple, et il y en a plein d'autres. Surtout au service client, les gens, ils sont souvent embêtés par les clients qui ont des problèmes et ils se concentrent sur ça. Alors qu'il y a des moments où on aide les gens sont contents, il y a du positif. Je fais bien mon boulot, je les aide, quoi. On manage le positif. Ça fait partie de l'ancrage des émotions positives. Okay? Quatrième stratégie, le rôle des normes. Eh oui, on se rend compte que nous, humains, socialisés, on est très influencés par les normes. Et donc, si je considère que c'est une norme que de devoir s'occuper des clients, c'est mieux. Alors, pour les inviter et les inciter à considérer cette norme, on a un petit exercice qui dit, bon, vous êtes responsable de l'expérience client d'une entreprise, cher monsieur ou chère madame. Et donc, comment allez-vous convaincre votre patron qu'il faut s'occuper des clients? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et donc, ces collaborateurs-là vont mobiliser ce qu'on appelle des normes, qui sont connues, hein, et hop, ils vont les faire siennes parce qu'ils vont faire l'exercice. Ouais, quand on s'approprie quelque chose, tout de suite, on est beaucoup plus fort à le défendre. Absolument. Cinquième stratégie, il faut créer des images mentales positives. Le fait de créer des images mentales positives vont venir continuer à infuser votre cerveau. Par exemple, l'un de vos collègues redoute une rencontre avec un client. D'accord? Tout le monde sait que ça va mal se passer. Vous imaginez bien, vous savez que ça va mal se passer, vous n'avez pas envie d'y aller, votre collègue n'a pas envie d'y aller. Comment vous allez gérer le truc? Donc nous, on les invite à dire, pensez bien à cette situation, une situation réelle. Maintenant, imaginez, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça se passe bien? Imaginons que la fin de la conversation, elle soit positive. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne positif? Donc on les force à arrêter d'être dans la fatalité et de se dire, mais en fait, on a un levier là-dessus. Et réfléchissez au levier et ancrez-vous là-dessus, ne serait-ce que pour se donner ce réflexe que, même face à des situations compliquées, il faut qu'on y aille positivement. Il y a des solutions. Absolument. Sixième intention, sixième stratégie, il faut avoir envie d'y aller. Il faut avoir envie de se transformer soi-même. Donc, il faut identifier ses propres pratiques spontanées positives. Oui, c'est vrai que moi, spontanément, j'ai plein d'exemples qui me reviennent. Je gère des fois des clients quand même
par exemple, dans cette situation, plutôt le soir, quand c'est 18h, il m'appelle. Franchement, là, en général, je ne reçois pas bien. Ah tiens, c'est intéressant. Garde ça en toi. Et au contraire, est-ce qu'il y a des moments où tu sens que tu t'occupes bien des clients? Ah oui, quand c'est un client qui est jeune, avec qui je peux parler un peu le même langage, je sens que ça passe bien. Ok, garde ça. Et donc, ensuite, l'exercice, c'est de dire, tu identifies ces pratiques qui sont naturelles en toi et tu essayes de voir qu'est-ce que tu peux faire pour lutter quand ça ne se passe pas bien. À 18h, tu les reçois en généralement mal. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être qu'à 18h moins 5, tu vas prendre une pause, tu vas aller te boire un café, tu vas aller appeler un pote pour te mettre en bonne humeur et tu vas peut-être que ça ira bien. Mais ça, c'est propre à chacun. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les invite à bien comprendre là où ça se passe bien ou pas bien et de renforcer quand ça se passe pas bien et de trouver les solutions quand ça se... Enfin, vous avez compris. Quand ça se passe mal. Exactement. Enfin, l'individuation. J'ai bientôt fini. L'individuation. L'individuation, c'est un terme technique de scientifique. Ils sont parfois pas très simples à comprendre, mais en fait, c'est très simple. L'idée, ça consiste à dire quoi? On a tendance, parce que notre cerveau n'a pas envie de travailler, à considérer qu'un client qui a le même besoin que l'autre client, on va le servir de la même manière. On ne fait pas l'effort d'essayer de se mettre à la place du client. Dès qu'on perçoit que c'est le même besoin, allez, tu rentres dans notre outil, tu signes ici, ça coûte tant. C'est le problème habituel. De toute façon, tous les clients sont toujours pareils. Exactement. C'est 80% la même chose. Voilà. Et donc, notre exercice consiste à dire, mais repense à deux situations, deux clients que tu as servi exactement de la même manière. Maintenant, tu repenses aux deux. Est-ce qu'il n'y a pas une petite différence entre les deux? Bah si, c'est vrai que lui, c'est un boulanger, il comprend jamais rien quand je lui parle de services informatiques. Là, je parle d'un collaborateur qui vend des services informatiques. Alors que l'autre, c'est un artisan aussi, mais c'est un geek qui connaît un peu plus. Exactement. Il dit, c'est vrai que moi, j'ai vendu l'offre de la même manière, et à mon avis, le boulanger, il n'a rien compris. Il m'a fait confiance, mais il n'a rien compris. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois? Bah, peut-être que je devrais faire attention, et dans ma réponse à l'offre que je vais leur formuler, je vais peut-être faire des schémas. Ah bah putain, il était temps d'y penser, garçon. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on est en train de les amener à avoir ce réflexe-là. Bon, c'est des exemples, hein, il y en a évidemment plein d'autres. Et enfin, il faut quand même les amener à réfléchir sur la culture client. C'est-à-dire, là, on est plus dans le système 2. C'est est-ce que vous avez les bonnes connaissances? Alors, par exemple, je vous donne une question et je vous pose une colle. Parmi ces deux affirmations, laquelle vous paraît la plus vraie? Dans une entreprise orientée client, les personnes au contact du client font comme ils le sentent, afin que le client soit satisfait. Ou alors, est-ce que c'est plutôt, dans une entreprise orientée client, les personnes au contact du client doivent respecter des process clairs? Donc, à votre avis, c'est aucune des deux qui est vraie? Ou les deux sont aussi vraies l'une que l'autre? Moi, je dirais plutôt la première, parce que tu dois adapter à la satisfaction client, parce que les process, c'est bien, mais les process, parfois, peuvent aller dans le mur, et justement, on va aller... Aucune des deux est vraie. Non seulement les collaborateurs ne peuvent pas faire que ce qu'ils veulent, et s'ils ne font que respecter les process, ça ne va pas aller non plus, parce que des fois, il y a des situations qui sont particulières. Donc, c'est un petit exercice pour les amener à réfléchir avec leur système 2 aussi, parce qu'on en a besoin du système 2, à ce qu'est l'expérience client. Bon, voilà, je pourrais en rester évidemment pendant des heures, parce que la science a beaucoup bossé. Et donc, nous, on a des outils pour piloter ça à un niveau industriel avec les collaborateurs des différentes entreprises, et on le fait avec de nombreux managers. La dernière entreprise avec laquelle on l'a fait, il y a 500 personnes qui sont passées à travers ce test-là. Mais ça ne veut pas dire que moi, en tant que manager, dans une entreprise, je n'ai pas besoin de passer à travers la science. Là, vous avez déjà quelques petites routines managériales que vous pouvez mettre en place tous les jours pour faire travailler le système 1. Attention, il y a le système 1, le système 2, et de toute façon, n'oubliez pas quand même une dernière chose, c'est la culture client de votre organisation. Parce que si vous avez des collaborateurs extrêmement orientés clients, qui vivent dans un environnement où client n'en a rien à foutre, excusez-moi l'expression, ça ne marchera pas non plus. D'accord. Merci pour ces 8 stratégies, Guillaume. Il y avait la dernière chose, c'était la répétition, comme tu disais. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les managers, une fois qu'ils ont commencé à mettre des routines, il faut les faire vivre dans le temps. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aura fait 6 semaines de formation avec nos services que vous aurez fait le job. C'est de la répétition, il faut en permanence s'impliquer des routines managériales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, il y a énormément d'exemples et j'ai trouvé extrêmement riche ce livre-là. Alors justement, on va le faire gagner et Chantal, avec sa jolie petite voix, va poser en fait la question et vous répondez dans le chat pour savoir, pour gagner le livre. Oui, bonjour à tous. Alors, un livre à gagner effectivement à chaque session, donc écoutez bien nos intervenants. Pour cette première session, une petite question sur l'intervention de Guillaume. On va vous demander combien y a-t-il de systèmes de pensée. Donc, vous pouvez vous servir du chat pour répondre. Et posez vos questions aussi.
Et puis, profitez-en pour poser vos questions, effectivement, si vous en avez. Je vais poser une première question en attendant. Donc, n'hésitez pas à répondre sur le chat. Combien y a-t-il de systèmes de pensée? Vous indiquez juste un chiffre. Et je vais poser une petite question qui est pour Guillaume. Voilà, apparemment. Vous avez parlé du COS. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur ces outils? Oui, rapidement, parce que ça peut être très long. Le Customer Orientation Score est un outil qui vient de la science, c'est-à-dire revue de littérature, identification des leviers, et qui consiste en fait à interroger les collaborateurs d'une entreprise sur le regard qu'ils portent sur leur organisation à travers 80 questions. 80. La culture client, c'est beaucoup plus pointu, large que la satisfaction client. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'intéresse à la satisfaction client qu'on a fait de la culture. La culture, elle imprègne toute l'entreprise à travers ses process, son organisation, sa façon de gérer les priorités, sa façon de manager les collaborateurs et l'autonomie des collaborateurs, bref. Donc, la culture, comme ce sont des croyances et des valeurs partagées, on va pas demander au patron ce qu'il fait, ni au manager, on va demander aux collaborateurs ce qu'ils vivent. Et donc, ils s'expriment, ils répondent à notre questionnaire, et nous, on permet de... avec ça, évidemment, on établit des statistiques, on a des ratios, on a des indicateurs. Le COS, c'est l'indicateur global qui va d'une échelle de 0 à 100. La moyenne France sur 170 entreprises est autour de 42, si je ne m'abuse. Et on a des entreprises qui peuvent être en négatif, moins 10, jusqu'à à peu près 80. Wow. Donc ça va dans tous les sens. Et on a des benchmarks sectoriels. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un indicateur global, mais on a plein d'indicateurs détaillés, parce que 80 questions, c'est en fait 20 thèmes qui sont rassemblés dans 3 grandes dimensions. Et donc ça permet de dire, sur chacune des dimensions et des thèmes, est-ce qu'on est au rendez-vous ou pas de ce qui est convenable. Et donc on identifie dans notre organisation des points de faiblesse, de la façon dont l'entreprise manage sa culture client, telle que les collaborateurs le reçoivent. Hein. C'est ça qui est important, parce que ça va constituer leur attitude. Et donc on a un plan d'action qui est assez évident, parce qu'au moins on se focalise sur les vrais sujets de la transformation. Où ça pêche. Ah, absolument. Donc, en résumé, c'est un outil digital, fait par Eloquent d'ailleurs, qui permet d'adresser un questionnaire aux collaborateurs qui donnent leur avis sur l'entreprise, sur des questions qui sont standardisées, qui permet de se benchmarker avec 70 000 autres collaborateurs qui ont déjà répondu à ce test-là, se benchmarker aussi entre nous dans les directions, par niveau managérial, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la vision de la culture client du top management et des collaborateurs en contact du client. On a l'impression qu'ils ne vivent pas dans la même entreprise. Hein. Et ça permet effectivement de montrer au comité de direction qu'il y a des sujets quand même de culture client dans l'organisation. Et chaque fois, ils nous disent, mais c'est fou comme vous nous connaissez bien. Je dis, mais moi, je ne vous connais pas, c'est les collaborateurs qui répondent, forcément, ils se connaissent. Donc, c'est toujours intéressant de voir la réaction des comités de direction en disant, oui, on savait. Sauf que là, plus personne ne peut pas dire que tout le monde sait. Ouais. Parce que voilà, on a ouvert les... Voilà, c'est ça, absolument. Donc, c'est un outil qui permet en effet de se mettre en action sur la transformation culturelle. Mais attention, ça, c'est l'outil de la culture client de l'entreprise. On a un outil de mesure de la culture client des collaborateurs, hein, Frédéric. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as passé encore. Tu l'as pas passé? Non, je ne l'ai pas encore passé. Donc, on peut tester le niveau de culture client système 1, système 2 de chacun des collaborateurs. Soit on le traite de façon totalement anonymisée et collective. Et donc, on a une équipe qui est plus ou moins orientée client. Soit au niveau strictement individuel. Et là, grâce à Eloquent, on est parfaitement aligné sur la RGPD. Et là, on peut donner des scores individuels, mais c'est uniquement en one-to-one. C'est nous qui le délivrons et qui débriefons le collaborateur. Et c'est une première étape à notre dernier outil, qui est l'outil de formation dont on a rapidement parlé ici. Ça s'appelle le Cost in Mind. Ok, alors je crois que Chantal nous a trouvé le vainqueur. Oui, alors on a des participants très joueurs, puisqu'il y a eu énormément de réponses, mais celle qui a été la plus rapide, c'est Armance Pierrard. Donc il y aura ce premier livre dédicacé par Guillaume, bravo. Et puis, restez attentifs tout au long de la journée, puisque sur chaque session, vous aurez l'occasion de rejouer et de gagner ce livre. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question, Chantal? Il est 53, on se donne... Parce que Guillaume, à chaque fois, a beaucoup de questions. Les questions qu'on a eues sont très, très, très longues, donc je pense qu'on n'aura pas forcément le temps. Comment faire pour que les personnes qui n'ont pas une bonne orientation aient une orientation client? Je pense que Guillaume a déjà bien détaillé. Peut-être une petite conclusion? Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de pilule pour ça. La réponse que je peux vous dire, c'est, à travers les différentes stratégies que je vous ai montrées par exemple, c'est du quotidien par le management. Mais pas que. Les collaborateurs, il faut qu'ils aient envie de le faire. Donc, mes équipes, il faut qu'elles aient envie de le faire. Pour ça, il faut savoir où elles en sont. Moi, j'ai des super outils, évidemment, hein, j'ai envie de vous les vendre. Sauf que vous pouvez faire 100. Avec un entretien un peu individualisé, chacun se posant les bonnes questions, où j'en suis, est-ce que j'ai envie de progresser, et mon manager va m'aider.
il va me faire confiance, on va mettre en place des routines, etc. etc. Donc oui, c'est long. Et honnêtement, hein, quelqu'un qui veut se modifier, qui veut se transformer, en 2 mois, il a commencé à allumer la lumière. Mais c'est pas parce que la lumière est allumée qu'on va dans les bonnes pièces, hein. Donc, on sait allumer la lumière en 6 semaines, en 2 mois, et ensuite, il faut que le management prenne le relais. Ok. Alors Chantal nous fait des signes comme quoi on va commencer la prochaine émission dans 5 minutes. Donc merci Guillaume Plaisir. pour ce témoignage vraiment intéressant et merci à Laurent Merci, pour cette Guillaume. présentation d'éloquent. Et rendez-vous dans 5 petites minutes pour le prochain atelier et cette fois on va parler de l'engagement collaborateur au centre de contact. Alors à tout de suite.